Je pensais simplement prêter ma voix à quelques passages du livre de Daniel qui m'a énormément bouleversée. C'était, et c'est toujours, j'ai du mal à parler d'elle à l'imparfait, une grande amie dont j'ai beaucoup apprécié les compétences et la fidélité. Mais puisque vous me donnez la parole, avant de lire les passages que j'ai voulu partager avec vous comme étant ceux qui m'ont le plus passionné, je voudrais peut-être vous dire comment j'ai reçu ce livre. Depuis que je suis ici, en venant en retard, et je m'en excuse auprès des organisateurs et vous tous, je l'ai reçu comme un texte polyphonique dans lequel se croisent plusieurs voix. Il y a la voix de la malade, ou supposait-elle, ou qui est en train de le devenir pour la médecine, et avec une digne souffrance qui me paraissait tout à fait à la hauteur de ce corps amaigri par, me disais-je, des combats difficiles mais qu'elle a remportés, et qui ne m'a jamais donné l'impression d'une vulnérabilité, mais d'une personne qui mérite confiance. Il y a aussi la voix qu'on discutait ici dans les dernières conférences que j'ai entendues, la voix de celle qui s'approprie le savoir médical, qui le suit, qui nous le recommande, qu'elle respecte et dont elle mesure l'excellence et les avancées. Il y a aussi la voix de celle qui se révolte contre ce qu'elle appelle la passivation du patient par la médecine déshumanisée. Et cette passivation va être sa cible qui va lui permettre de faire entendre un personnage extravagant, qui est le titre du livre, Madame Vertigo. Et c'est évidemment Madame Vertigo qui m'a passionnée, parce que j'ai vu en elle, et Daniel ne le cache pas, la psychologue, psychanalyste qui a accompagné les enfants malades et leur maman. J'ai vu aussi Daniel qui nous présente la naissance de Madame Vertigo à travers sa propre expérience de la maladie et qui rejoint la dernière, si je puis dire dans mon énumération, mais qui est présente dès le début dans le livre, la voix de la psychanalyste qui se pose des questions, qui ne cesse d'interroger la maladie, mais aussi ne cesse d'interroger la psychanalyse elle-même, et qui propose une manière nouvelle d'entendre la possibilité dans laquelle elle pense, et je partage son point de vue, se trouve la psychanalyse, à savoir de faire parler le corps autrement que par des chiffres et de big data, de trouver un langage au corps. Qui peut donner du langage au corps ? Nous sommes supposés, nous, analystes, penser que c'est l'expérience analytique qui, par le transfert, conduit toute personne à trouver une certaine confiance dans sa puissance et dans son impuissance par rapport au mal. Et cette narrativité finit par combattre un certain désespoir que le dernier Freud signale, à savoir qu'il y aura toujours le roc de l'organique qui résiste à la parole. Or, notre pari est que ce roc, quelque roc qu'il soit, peut se dire. Et il peut se dire dans le transfert. Daniel franchit un pas supplémentaire. Elle ne demande pas aux médecins qui passivent les patients de devenir psychanalystes. Elle connaît déjà la multiplicité de leur savoir et ne veut pas leur infliger un énième, celui d'être psychanalyste. Mais elle leur dit d'essayer d'entendre ceux qui sont capables de donner du langage au corps. Et quels sont ceux capables de donner le langage au corps ? C'est les malades eux-mêmes. D'où la proposition qu'elle nous fait avec ce livre qui me passionne par sa polyphonie, mais aussi par son côté pratique, qu'elle s'adresse à nous, soignants à différents niveaux de la maladie humaine et en face à la mortalité qui nous habite,
Mais elle nous donne deux pistes qui me semblent importantes de dégager. En tout cas, c'est les miennes, mais vous me direz, vous en avez sans doute d'autres, qui sont combattre la passivité par l'ouverture chez les médecins d'une autre écoute et pas seulement en chiffres et en big data, mais aussi par la formation des patients eux-mêmes. Nous sommes tous susceptibles de mourir et donc d'être malades, mais il faut pouvoir nous former à la capacité de croire à nos sensations dissibles, à nos affects partageables, et d'induire chez les malades cette possibilité de parler de ce qu'ils ressentent en dehors ou avec les chiffres. Cette capacité de formation des malades me paraît plus intéressante et autrement intéressante que la médecine éthique et toutes les ouvertures à la personnalisation du traitement que nous avons déjà et qui sont peut-être en route, mais peut-être un peu trop abstraites. Alors que la formation des malades est quelque chose qu'elle dit de manière ouverte, de manière claire, en précisant qu'il s'agit d'abord de les former individuellement. Croyez à ce que vous sentez et dites cette parole, même si c'est une parole de puissance et d'impuissance. Et ensuite, d'introduire cette formation à part des malades à une communication avec la formation des médecins, des soignants, et de faire des espèces de communication entre ces deux formations, des soignants et des malades. Chacun de son côté et les deux ensemble. Cette vision pragmatique de sa vision ou de son écoute psychanalytique m'ont paru extrêmement intéressant. Et la deuxième piste qu'elle nous ouvre est celle de ce personnage, peut-être vous l'avez déjà étudié depuis le début de cette conférence, qui est le personnage énigmatique et fascinant pour moi toujours de Madame Vertigo. Elle insiste sur la féminité de cette voix-là. Celle qui dit, et ceux qui disent le langage du corps, est une femme. C'est Madame Vertigo. Mais vous, médecins, vous pouvez devenir une Madame Vertigo. Donc, elle s'adresse au féminin du médecin ou du psychanalyste ou du soignant qui pourrait dire ce langage corporel que la médecine est incapable de dire. Et dans cette, comment dirais-je, féminisation du dire de la souffrance, elle ne met pas les femmes dans une position victimaire. Au contraire, elle y voit une forme de liberté qui n'existe pas dans le monde pris dans la déshumanisation, dans le protocole et la compartimentation des savoirs. Il y a une liberté contre la passivation, c'est lui dire à la manière féminine, avec une liberté et une croyance dans la valeur de nos affects, de nos sensations, du langage du corps. Donc je terminerai mon apologie de ces deux pistes, la formation des malades et la féminité du discours comme liberté qui s'adresse à nos affects et à la possibilité de les dire et partager, en vous lisant quelques phrases de Daniel qui vont dans ce sens. Parce qu'il me semble qu'elle dit en effet, on vient de le citer, elle pense qu'elle... cette expérience qui a été la sienne l'a fait rater sa sortie physique, mais sa sortie non physique, intellectuelle, professionnelle, peut-être même avec ce que je suis en train de dégager maintenant, les malades et les femmes, une portée sociale, éthique et au-delà civilisationnelle. Eh bien, elle n'a pas raté sa sortie, mais elle nous invite à approfondir et à fructifier ces deux pistes.